Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Nadia Boily et Kamal Kajout, fondateurs de l'Institut de formation Graines de réussite. Ils sont respectivement vice-championnes du monde de cartes mentales et champions du monde de lecture rapide. L'histoire de Nadia et de Kamal, c'est celle de deux personnes qui prennent conscience à un moment donné de leur vie que cela ne tient qu'à eux de développer leurs compétences cognitives et de réaliser leurs rêves. C'est lorsqu'ils découvrent des méthodes d'apprentissage différentes que le déclic s'opère. La façon dont on apprend ne nous permet pas d'exploiter au maximum notre potentiel. Il faut réapprendre à apprendre. On aborde ensemble ici leur parcours de vie, les outils qui ont changé leur trajectoire et les messages d'espoir qu'ils partagent pour mieux se réaliser et s'épanouir dans la vie. Cet épisode est proposé dans le cadre du Podcaston, une initiative à but non lucratif qui rassemble plus de 400 podcasts francophones au profit d'associations caritatives. On parlera en fin d'épisode de l'association Les Chemins du Cœur, fondée par Nadia et Kamal, qui œuvre à faciliter l'accès à l'éducation, la santé et l'alimentaire en France et à travers le monde. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Kamal, bonjour Nadia. Bonjour tout le monde. Coucou. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien, très très bien. En pleine forme. Toujours, on fait en sorte. Super, moi je suis ravie d'être là aujourd'hui face à vous, d'autant que c'est la première fois que j'ai deux personnes dans le podcast, donc je suis très contente d'échanger avec vous. Merci, le plaisir est partagé. On aime bien les choses inédites, donc c'est parfait. Top. Alors aujourd'hui on va se parler de plein de choses intéressantes, on va se parler du cerveau, de libérer notre potentiel, vous allez nous partager plein de clés de réussite, mais avant ça j'aimerais quand même qu'on parle de vous, de toi Kamal, de toi Nadia, parce que vous avez quand même une particularité chacun, il faut le dire. Kamal, tu es double champion du monde de lecture rapide, Oui. Et Nadia, tu es vice-championne du monde de mind mapping, et tu vas nous réexpliquer ce que c'est que le mind mapping. Mais ma question pour commencer, c'est, en fait, comment on en arrive là ? Quel a été votre parcours jusqu'à ça ? Ah, c'était un sacré parcours. Un bon petit chemin. Un bon petit chemin intéressant, plein de cadeaux. Pas toujours simple, mais avec beaucoup d'enseignements. Alors Kamal et moi, aujourd'hui, on est mariés et femmes, on l'a pas toujours été, on a été amis pendant très longtemps. Et donc, comment a commencé l'histoire ? En vérité, je suis à l'initiative de tout ça. Je dis pas de bêtises. T'as raison, tu peux. Et en fait, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant qu'infirmière. D'abord en réanimation, après je me suis installée en libéral. Ce sont deux façons différentes d'exercer son métier d'infirmière parce que en réanimation, on rencontre des patients qui sont dans des états souvent... C'est pas souvent, c'est tout le temps très critique. Quand ils vont mieux, ils remontent dans les services et donc l'échange est très pauvre puisque on se concentre essentiellement sur l'état de santé, la maladie et pas forcément sur le reste. En libéral, c'était différent parce que là, j'allais au chevet du patient et là, c'est une toute autre perception du patient et du métier et de la vie en général puisque non seulement on voit la maladie, mais on côtoie et on se rend compte de tout l'environnement social, financier, toutes les difficultés que peuvent rencontrer les gens au quotidien. Et en fait, pendant cette période-là, c'est une période qui m'a beaucoup marquée. Pourquoi ? Parce que beaucoup de patients, pour pas dire tous, on va dire un bon 90% des patients, attendaient des situations difficiles, attendaient des fins de vie, attendaient des maladies, des accidents pour prendre conscience du temps qui passe et formuler leurs regrets. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que je me suis dit mince, comment on peut attendre comme ça
que ce soit presque trop tard, j'ai envie de dire, pour se dire, attends, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de déménager, enfin, peu importe. Et donc, ça m'a amené à m'interroger sur moi et ma place, la place dans laquelle j'étais. Est-ce que j'étais à ma juste place? Alors, j'occupais à l'époque ce métier d'infirmière qui est un très beau métier, même s'il est très pénible. Et j'étais déjà maman. Et donc, je m'interroge, je me questionne, mais on n'ose pas. On n'ose pas parce que t'as checké des cases en fait, et toutes ces cases que tout le monde t'a demandé de checker, tes études, ton travail, ta maison, tes enfants, ton mari, enfin bon bref, il aime pas quand je dis ça. Oui, parce que finalement on est une case quoi. Mais bon, je prends note encore une fois. Et donc on n'ose pas parce qu'en plus soit on est soi-même plein de doutes, et puis les personnes qui vous entourent vous renvoient aussi les peurs et les doutes qui sont les leurs, parce que mais attends, c'est bon, pourquoi tu te plains en fait? T'as tout ce qu'il faut, tu gagnes bien ta vie, t'as une maison, t'as machin, t'as des enfants, enfin contente-toi de ça. Et en fait non, je m'étais inscrite un peu dans une espèce de routine qui ne me nourrissait plus du tout. C'est-à-dire que oui, peut-être j'avais checké plein mal de cases, mais j'étais un peu comme si j'étais, j'aime bien dire, j'étais un peu spectatrice de ma vie et actrice de la vie des autres. Donc je répondais aux besoins de tout le monde, sauf les miens. Sauf que ça ne marche pas. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que c'est un peu comme dans un avion, quand on prend l'exemple, quand le petit masque tombe, on vous demande de le mettre vous d'abord pour pouvoir sauver les autres. Et c'est exactement ça dans la vie au quotidien, et malheureusement c'est pas ce qui se passe. Et donc petit à petit, je me suis pas écoutée, et j'ai continué à répondre à tous ces besoins jusqu'au jour où j'ai fait un accident de voiture où j'ai failli perdre la vie. Et là, en fait, je me suis dit, punaise, là je suis encore là. J'aurais pu ne pas être là. Et donc a commencé un petit peu ma révolution. Je me suis reconnectée à qui j'étais d'abord, donc parce que souvent on conseille les autres, on accompagne les autres, et puis quand on vous pose la question, et toi, à quoi t'aspires, qu'est-ce que tu aimes faire, quelles sont tes valeurs, blackout. J'étais même pas capable de répondre en fait. Donc j'ai pris un rendez-vous avec moi-même et j'ai commencé à creuser. Je me suis reconnectée à quelque chose de très important pour moi, qui l'a toujours été depuis mon plus jeune âge, c'est apprendre. Pour moi, le savoir, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Je pars du postulat où c'est la seule chose que personne ne peut jamais te retirer en fait. Tout ce que tu as dans la tête, c'est à toi et ça n'est qu'à toi. Demain, tu perds ton travail, tu perds plein de choses que tu peux renouveler, mais ça tu ne peux pas. Et donc je me suis reconnectée à ce besoin d'apprendre. Donc j'ai commencé à faire des tas de formations que je ne vais pas partager ici parce que sinon on pourrait passer quelques minutes voire heures. Et donc pendant tout ce laps de temps-là, j'étais maman, j'étais encore infirmière parce que bien entendu j'allais pas tout envoyer bouler entre guillemets du jour au lendemain, ça parce que ça n'impactait plus que moi. Là j'avais mon conjoint, j'avais mes enfants, donc j'ai fait ça intelligemment, petit à petit, pas à pas. J'en parle d'ailleurs dans notre livre de l'effet cumulé, c'est essentiel. On a tendance à vouloir tout le bouleverser du jour au lendemain. C'est absolument pas écologique pour qui que ce soit, ni pour soi, ni pour les gens qui nous entourent. Donc les choses, faut qu'elles se fassent petit à petit pour que ce soit safe en fait, et pérenne surtout. Et en fait, donc je pendant ce laps de temps-là, je suis hyper curieuse, je lis ici et là, et à un moment donné, je rencontre une amie qui me parle de lecture rapide, lecture efficiente, et là je dis, c'est quoi ça encore? Je dis, bon, pourquoi on nous apprend pas ça à l'école? À quoi ça sert? Peut-être tu perds du plaisir, et font toutes les croyances que peuvent avoir les uns et les autres quand ils découvrent ces disciplines-là. Et donc moi j'aime bien me faire ma propre expérience des choses. Je ne me fie jamais à ce qu'on me dit. J'écoute, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de respect. Je prends ce que j'ai à apprendre, je laisse ce que j'ai à laisser, et j'expérimente toujours. Donc je teste. Et là je me sors de là, je me dis, ah ouais quand même, c'est quelque chose ça. Et donc une porte en ouvre une autre, je découvre la carte mentale, le mind mapping, qui est un outil incroyable, on en reparlera certainement un peu plus tard, mais c'était une véritable découverte pour moi, et je me suis dit, mais on nous a arnaqués. Pourquoi est-ce qu'on nous a pas donné tout ça étant plus jeune? Parce que du coup, j'ai appris à comprendre le cerveau, comment ça marchait, toutes ces stratégies d'apprentissage efficaces, mais qui nous permettent de gagner
un temps énorme sur la vie en fait, et sur le plaisir aussi, retrouver le plaisir d'apprendre et pas voir l'apprentissage comme quelque chose de pénible, dur, long, comme ça pouvait l'être quand on était plus jeune. Et donc je découvre tout ça, j'applique, et puis je commence petit à petit à me réorienter, et là je regarde Kamel, et je lui dis allez, viens, je te montre, je t'explique, alors là, mon Dieu, un mur. Il était hermétique, rien ne passait. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, moi je voyais Nadia et je la voyais, donc elle était infirmière, elle s'occupait des enfants à la maison parce que je faisais beaucoup de déplacements. Donc moi je suis de formation ingénieur et je travaille depuis 15 ans dans le spatial. Et c'est vrai que, bon, j'ai fait de longues études, mais pour moi l'apprentissage, c'était pénible. Apprendre pour moi c'était l'ennui. Alors lire, c'était très compliqué. Et je détestais lire. Et j'ai pas lu vraiment des romans depuis le bac, hein. Donc il y a plus de 20 ans en arrière. Et c'est vrai que quand je voyais Nadia étudier ses cours de naturopathie, de master de coaching, etc., pendant qu'elle continue son activité d'infirmière, je dis mais comment elle fait pour faire tout ça? Et comment elle arrive à retenir tout ça? Et donc moi c'est vrai que je la voyais du coup apprendre avec facilité. Je me dis bon certainement on n'est pas dans le même niveau d'apprentissage, et elle a un don. Et finalement, donc on est partis ensemble. Donc un jour, elle me demande de l'accompagner en Chine à des championnats du monde de lecture rapide. Alors moi, je suis avec Nadia je suis pour qu'elle puisse être épanouie. Donc je l'accompagne, je approuve tout ce qu'elle fait. Par contre, moi, j'aimais bien être dans mon monde. Donc ça veut dire, moi j'aimais être dans les mangas, dans les petits jeux vidéo. Alors je continue, mais à un degré différent aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand j'accompagnais Nadia, je la voyais faire. Par contre, pour moi, c'était pas possible de faire avec elle. Un, parce que c'était pour moi impossible, et deux, ça me donnait pas envie. Et après, c'est vrai que on est partis ensemble en Chine, et sauf là, que effectivement, moi, je suis une persévérante. C'est vrai. Je lâche pas l'affaire. Oui, c'est vrai. On est partis ensemble en Chine, en fait, et puis un jour, il y a un groupe d'une vingtaine de personnes, donc de l'équipe de France, qui participait à des championnats du monde, donc il y avait plusieurs nations qui étaient sur place, et là, un des participants de l'équipe de France s'est vu se refuser son visa à la frontière, donc il y avait une place vacante. Et là, Nadia, puis elle me dit, Kamel, allez, participe, elle a insisté. Ah oui, là, je le regarde, je lui dis, tu sais, tu n'as rien à perdre, en fait, tu as tout à gagner. Ouais, c'est vrai. On a fait des kilomètres, même le dernier d'une course est classé. Au pire, t'es pas content, et point, ça te fera une expérience de vie à raconter. Et donc j'insiste un petit peu. Bon, on était plusieurs du coup à ce moment-là, donc il finit par accepter. On le forme à la vitesse de l'éclair. Un soir, on lui donne toutes les techniques en 2-3 heures. Bien. Oui, en fait, c'est vrai que sur le moment, je pensais pas. Je m'étais dit bon, ils vont me montrer 2-3 trucs. Je dis ok, j'applique. Ils m'ont juste dit applique, pose pas de questions. Et là, effectivement, je me suis posé le jour J dans la salle. Donc on était dans une salle assez nombreuse quand même, hein. C'était assez bien constructif quand même. Et c'est vrai que ce jour-là, je pensais pas que j'allais lire un livre en moins d'1h40. Un livre de 300 pages. Ouais. Un livre de 300 pages. Et moi, je lève la tête, je vois que Kamel n'est plus dans la salle. Et je me dis, oh, il est sorti avant moi. Et donc, je réponds aux questions, je sors, et là, je le regarde, je lui dis, mais en fait, c'était facile et tout. Je dis, bravo, quand même, t'es sorti avant moi pour quelqu'un qui voulait pas participer. Et il me dit, oui, bon, objectif temps, hein, on avait laissé quand même notre 4e à un inconnu de l'équipe de France, mais un inconnu quand même. Et donc, en partant de là, on se regarde, et il me dit, moi, j'ai fait une bêtise. Je lui dis, quelle bêtise? Il me dit, j'ai pas tourné la page. Et là, je dis, quelle page? Et il y a tout le monde qui nous regarde, qui nous dit, mais le couple connecté, là, c'est connecté aussi dans la bêtise, c'est grave. J'ai dit, quelle page? Il me dit, la page des questions. Alors, on vous répète qu'il y a 20 questions. On vous le répète, on vous le surrépète même. Et nous, à ce moment-là, on répond à 10 questions sur 20. Et moi, frustration au max. Je me dis, j'ai pas été au bout de ma compète. Donc, je retourne dans la salle, je leur dis, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Elle accepte. Et donc je réponds aux questions, et après elle revient me voir en me disant, bon, je suis navrée, je pourrais pas prendre en compte vos réponses parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la même situation que vous. Et là je me dis, Kamel, il s'est dit, elle est entrée, peut-être que moi aussi on va me laisser entrer. Alors on va remettre un peu le contexte, quand même, c'est important, parce qu'en fait, quand je suis sorti de la salle, là un des membres du jury vient derrière moi et m'interpelle et me dit, excusez-moi, pourquoi vous n'avez pas répondu aux questions? Donc je lui dis, écoutez, je ne savais pas, moi je connaissais pas les règles, c'est pas grave, je suis pas venu pour gagner. Je suis venu pour faire plaisir à ma femme et faire plaisir à l'équipe. Et là, il me pose des questions à l'oral. Il s'avère que j'avais tout bon.
100% de bonnes réponses. Et il me dit, monsieur, vous aurez pu être sur le podium et certainement être champion du monde. Je fais, ah bon? Et là, du coup, il y a ma petite étincelle de compétiteur qui s'est allumée. Et effectivement, quand j'ai vu Nadia retourner dans la salle, je me suis dit, peut-être, je peux être champion. Donc, j'ai essayé. Le problème, c'est qu'en faisant ça, j'ai bousillé quand même son aventure à elle, parce que c'était quand même son aventure à elle. Mais bon, on a pris une très bonne leçon à ce moment-là. C'était plein d'enseignements. Oui. Parce que dans les moments difficiles qu'on rencontre dans la vie, souvent on voit ça comme une fin, comme une grosse difficulté, et puis des fois les gens sont vraiment dans des états très difficiles, critiques, voire. Et en fait, nous, sur le moment, je peux pas dire que c'était très confort. Sur le moment, moi, je l'avais un peu mauvaise quand même. Et puis après, on commence à philosopher. On se dit, dans la vie, il faut apprendre à tourner la page. On va pas tourner la page des questions, on va tourner la page de cette histoire. Et sauf que, je pense que si on avait gagné à ce moment-là, parce que malgré tout, on était classé dans les 30 premiers mondiaux. C'est vrai. Je pense que si on avait gagné, on aurait eu nos petits trophées, puis on serait rentré, on aurait posé ça sur l'étagère et l'histoire se serait arrêtée là. Et en vérité, c'est là que vraiment l'histoire a commencé, parce que en rentrant, Kamel me dit, mais c'est incroyable ce que j'ai pu faire et tout. Ah, je dis, enfin, tu te réveilles? Je dis, ça fait quand même des mois et des mois que je te propose de te transmettre tout ça. Au-delà du fait d'apprendre, de gagner en efficacité au niveau professionnel, pour avoir de meilleurs résultats, pour avoir un meilleur bien-être, pour gagner du temps, enfin, il y a tellement de bénéfices. Et donc, en rentrant, il me dit, non, là, maintenant, je veux que tu me transmettes tout ça, je veux apprendre. Bon, au début, je suis un peu taquine, hein. Je lui dis, non, j'ai plus envie. Je t'apprends rien. Je te transmets rien. Tu te débrouilles. Bon, finalement. En fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, c'est comme si j'avais déposé une enclume une charge importante au niveau frein mental. Et là, je me suis dit, en fait, que finalement, c'est possible, c'est accessible, en fait, à tous. Et je me suis dit, je peux y arriver. Bon, moi, sur le moment, c'était gagner qui m'importait. Je voulais être champion. Mais c'est vrai que je n'avais pas, sur le moment, je pensais pas que finalement, ces entraînements et cet apprentissage allaient être autant bénéfiques dans la suite de ma vie. Parce que du coup, il y a eu un impact. Vraiment, c'était un tsunami, au niveau émotionnel, au niveau croyance. Il y a plein de choses qui ont changé en moi. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'elle faisait Nadia, c'est super intéressant et c'est quelque chose qui est nécessaire dans la vie. Pour tous. Pour tous. On en a vraiment besoin. Tu disais, on n'apprend pas ça à l'école, justement, et donc vous avez publié un livre qui s'intitule « Ça ne tient qu'à vous », et j'ai l'impression que vous reposez un peu le paradigme de l'apprentissage, et vous écrivez « Il faut apprendre ou réapprendre à apprendre ». Et ma question, c'est, quelles sont les limites aujourd'hui que connaît l'apprentissage, on va dire, classique? Quelles sont les croyances sur l'apprentissage que, justement, vous avez à lever au quotidien? Eh ben justement, nous, après, en sortant de tout ça, on s'est dit, on peut pas laisser ça... toutes ces techniques ne peuvent pas rester à soit une élite, soit une partie de la population. Donc, on a commencé à transmettre dans le cadre associatif, dans le cadre entrepreneurial, puisqu'on a aussi notre entreprise Graines de Réussite qui est un centre de formation. Aujourd'hui, on est content parce qu'on a aussi une certification France Compétences. Donc, les personnes qui passent par nos formations repartent avec de réelles compétences reconnues et qui peuvent être aussi mises en avant dans tous les domaines de leur vie professionnelle ou personnelle ou même scolaire. En fait, aujourd'hui, on apprend des tas de choses extraordinaires à l'école. On peut pas dire le contraire. Moi, j'aime apprendre, j'ai toujours aimé apprendre. Par contre, on nous a jamais appris à apprendre. C'est-à-dire que on m'a dit synthétise, on m'a jamais appris à synthétiser. On m'a dit lis efficacement, on m'a appris à lire au CP, puis je lisais jusqu'à adulte comme j'ai appris à lire au CP. Et alors qu'il y a d'autres stratégies, d'autres techniques. Les stratégies de mémorisation, incroyables. C'est pareil. On nous donne pas de stratégie de mémorisation. Nous, aujourd'hui, quand on accompagne les enfants dans les deux casquettes qui sont les nôtres, ils vous apprennent une poésie en 5 minutes, une carte mentale extrêmement complète, avec plein de notions qui synthétisent des dizaines de pages en l'espace de maximum 10 minutes. Et en fait, on se dit, mais en fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'école, c'est génial. Par contre, on devrait revoir la base, en fait. Ça devrait être le socle de toute scolarité. Apprendre à apprendre, c'est une compétence clé qui est essentielle et à l'école, mais aussi en tant que professionnel, parce qu'aujourd'hui on accompagne des professionnels, des cadres sub, des dirigeants qui sont perdus,
qui n'arrivent pas à traiter l'information, qui n'arrivent pas à la lire de façon efficace, qui font des réunions à rallonge, il n'y a pas de synthèse, les cartes mentales sont pas utilisées, et donc on écrit, mais la moitié 80% des équipes n'ont pas le temps de lire tout ça, surtout à une époque aujourd'hui où l'info, elle est partout, elle est multipliée, encore plus que nous quand on était plus jeunes. Et donc si on n'a pas ces compétences, après on a des collaborateurs dépassés, des collaborateurs stressés, qui viennent, oh là là, encore tout ça de documents à traiter, oh encore tout ça de mails à traiter, oh là là, encore des réunions qui durent 3 heures et qui ont finalement, une efficacité pas forcément importante. Et donc, oui, revoir le système scolaire et introduire comme ça des matières, des disciplines, un socle qui va permettre à l'enfant de comprendre comment fonctionne son cerveau, de comment comprendre qu'est-ce que c'est que l'apprentissage, de comprendre cette histoire de croyance, parce que nous, on a des enfants qu'on rencontre tous les jours qui vous disent moi j'y arrive pas, moi je suis nul, moi j'ai des troubles 10, moi je suis TDAH. Oui, et alors? Oui. Moi aussi, j'ai des troubles de l'attention et ça, pour autant, j'ai réussi et j'y arrive, mais c'est aussi le fruit de comprendre comment on est, qui on est, comment on fonctionne et avoir les stratégies qui vont bien pour pouvoir les appliquer et rendre cet apprentissage, le rendre, fluide, facile. On peut apprendre facilement, on peut apprendre avec plaisir et aujourd'hui, souvent, quand on rencontrent les enfants, ils associent l'apprentissage à quelque chose de pénible et ils ont qu'une envie, c'est sortir de l'école mais l'apprentissage c'est toute la vie en fait. Donc si on avait ce socle-là à la base, mais tout petit, il n'y a pas besoin d'attendre. Des fois on retrouve des personnes qui ont fait des grandes écoles et qui ont eu accès à tout ça. Mais pourquoi attendre d'être adulte en fait? C'est toute une vie qui aurait pu être impactée différemment. Et donc après on a bon espoir. Kamel et moi, cette certification sur laquelle on a travaillé, qui est reconnue par France Compétences, la volonté c'était aussi justement de faire reconnaître ces disciplines. Donc je me dis c'est un premier pas, puis un premier grand pas, parce que ce sont des disciplines qui sont quand même là depuis des années maintenant, qui sont utilisées ici et là, et donc si on peut, nous, à notre modeste échelle, et les partager et les transmettre et peut-être impacter pour que les choses bougent et qu'un jour on n'ait plus à former et que ce soit vraiment les enseignants, parce que même les enseignants sont dépassés. Les enseignants font un travail formidable, mais je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment outillés. Et donc quand on en rencontre certains on intervient dans une classe par exemple, et là en 10 minutes ils ont une poésie en tête qu'ils récitent tous en chœur, ils nous regardent comme ça, mais ils disent mais comment c'est possible en fait? Nous des fois il faut des semaines avant que ce soit intégré. Et voilà, donc... Et donc c'est lever aussi ces croyances limitantes. Et il y a cette phrase que je trouve très jolie dans votre livre, « Nos croyances sont nos chemins de pensée privilégiés ». C'est aussi de se dire qu'on peut toujours tout acquérir, qu'il n'y a pas forcément d'inné, ce que je comprends aussi dans votre vision. Exactement. Moi, je pars du postulat où tout s'acquiert. Aujourd'hui, il y a des études en neurosciences qui parlent de neuroplasticité. Le cerveau, c'est un peu comme une pâte à modeler. On va le modeler au fil de la vie, de nos expériences, des choses qu'on lui envoie, et donc si je lui envoie des bons messages, je vais l'utiliser comme un allié au quotidien. Maintenant, si je lui envoie des mauvais messages, ça va être des freins. C'est des freins qui vont se présenter à moi. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on a, on en parle aussi dans le livre, le système réticulé activateur, lui fait le tri pour vous. Il fait pas le tri au hasard. Il fait le tri en fonction de ce qu'on se répète tout le temps. Donc, si je me répète tout le temps, je suis nulle, j'y arriverai pas, j'aurai pas cette évolution professionnelle, bref, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le cerveau va se dire, ok, quelle est sa priorité du moment? Sa priorité du moment, c'est qu'elle soit nulle, qu'elle y arrivera pas, etc. Attends, je vais lui montrer. Tu as vu là? T'as vu à tel endroit? T'as vu ce qu'on t'a dit? T'as vu là le résultat? Etc. Alors, si ça se trouve, il y a plein de choses incroyablement belles autour, mais comme là, on a décidé de mettre le plein phare sur la pas, le cerveau, il vous montre. Et ça, on en a des exemples pour des choses du quotidien. Je veux dire, j'ai envie dernière voiture, et puis là, on la voit partout. Oui. Les gens, ils nous disent en formation, oui, mais c'est un signe. Non. Quand tu comprends comment fonctionne le cerveau, c'est absolument pas un signe. C'est juste que tu as mis ça en lumière, et donc le cerveau, il te montre. Regarde, t'en as une là, là c'est la pub, là c'est ceci, là c'est cela, et c'est partout. Pareil quand j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte, j'ai jamais vu autant de femmes enceintes que quand j'étais enceinte. Je dis, les filles, on s'est donné rendez-vous. Non, en fait, c'est juste que c'était ma préoccupation. Et donc, comme c'était ma préoccupation pendant cette période-là,
mon attention, elle était concentrée là-dessus. Donc c'est pour ça que faut être très très vigilant à ce qu'on se dit, à ce qu'on a envie et à clarifier les choses. Orienter ses pensées aussi pour qu'elles soient positives et pour qu'elles nourrissent du coup des signes positifs aussi. C'est ça, c'est un cercle vertueux. Ouais. Exactement. Mais en fait, le cerveau a besoin de savoir où est-ce qu'il va. Quel sens tu mets à tout ce que tu fais au quotidien. Et ok, aujourd'hui je ne sais pas faire, mais c'est pas grave, c'est un énième apprentissage que tu vas aborder, c'est tout. Je l'ai juste complété par rapport à ce que dit Nadia, justement, que aujourd'hui, dans toutes les personnes qu'on a pu accompagner, donc autant les enfants que les adultes, que ces croyances, ces outils-là, que justement aujourd'hui, les enseignants sont pas assez outillés justement pour transmettre, en fait, il y a un élément qui est fondamental, qui doit être on va dire l'élément numéro 1 dans tout ça, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Pourquoi on fait les choses. Et ça, aujourd'hui, on n'explique pas. Quand on apprend une chose, on n'explique plus pourquoi on fait les choses. Et ça, quand on explique le sens, on donne le pourquoi de l'apprentissage, les enfants ou les adultes font les choses avec beaucoup plus de facilité. Je prends un exemple, quand j'ai accompagné une classe une fois de CP, où on était parti faire une balade mathématique. Et on expliquait du coup à quoi servaient les chiffres. Donc on allait à la boulangerie, on donnait une pièce de 2 €, on achetait des bonbons ou un petit croissant, on rendait la monnaie. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire comme opération? Une soustraction. On s'asseyait sur un banc, donc on choisissait une forme géométrique plate. On disait que si on s'assoit sur une forme pointue, un type un triangle, ça va faire mal. Donc on expliquait justement, ça donnait en utilisant tous nos sens. On devait déterminer un cylindre, donc on prenait un poteau électrique, etc. Et donc immédiatement on comprenait l'utilité des maths. On prenait la même chose avec l'histoire. Donc les enfants, quand tu leur dis, on leur expliquait à quoi ça sert l'histoire, ça sert strictement à rien, j'aime pas l'histoire, j'y comprends rien, etc. Par contre, quand on expliquait un petit peu les différentes phases comme l'esclavage, la Seconde Guerre mondiale, etc., le fait qu'on puisse, avant on avait un moyen de transport qui était une charrette, aujourd'hui on a des moyens de transport type avion, fusée, qui sont beaucoup plus performants, beaucoup plus puissants, beaucoup plus rapides, et aussi très esthétiques. C'est parce que justement, par l'histoire, par la science, on a pu justement découvrir de nouvelles, échanger et faire évoluer notre société. Et tout ça, en fait, quand on donne du sens à ce qu'on fait, tout devient facile. Et moi, c'est ce qui est arrivé quand j'ai découvert en fait l'utilité de ces outils-là. Je me suis dit c'est impressionnant. Donc moi, j'avais des rêves depuis très longtemps alors moi je suis ingénieur en électronique. C'est vrai qu'il y avait tellement de choses que je rêvais de faire, mais je m'étais dit, j'avais aussi des croyances et j'avais aussi des personnes autour de moi avec toute leur bienveillance m'avaient orienté ailleurs. Donc moi je voulais aller dans tout ce qui était lié à la médecine et je n'y suis pas allé parce qu'on me disait que je n'étais pas capable de mémoriser. Et c'est vrai que ces croyances-là, et même dans l'enseignement, ça veut dire que toute ma vie dans l'enseignement, mémoriser c'était pour moi quelque chose de très complexe. Et le jour où j'ai pu comprendre que finalement mémoriser devient facile, même en formation, les personnes qui viennent en formation, on avait une dernière formation chez les adultes, ils sont venus en formation et les gens me disaient mais à chaque fois je employais le terme facile. C'est facile à mémoriser. Ils me disent mais arrête de dire ça, comment t'arrives à dire que c'est facile? Je dis on va le faire. On va le faire ensemble. À la fin, ils arrivaient à mémoriser un texte par cœur sans l'apprendre. Ils arrivaient à mémoriser, à compter en japonais à 10 jusqu'à 10, même pas en 30 secondes. Mémoriser, faire une prise de parole en public sans prise de notes en quelques minutes. Ils étaient impressionnés. Et du coup, ça, c'est l'objectif, c'est exactement ça. C'est d'être impressionné de nos capacités cérébrales. On a des capacités qui sont juste incroyables. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir les utiliser. Voilà. Et c'est vrai que Nadia j'aime bien la comparaison que fait souvent Nadia. On a la main droite, on a la main gauche. On est droitier ou droit, supposons qu'on est droitier. On utilise notre main droite régulièrement, de manière quotidienne, mais des fois, on a besoin d'avoir la main gauche pour faire certains mouvements. Et un peu nos capacités cérébrales, c'est comme si on se disait, je me prive de ma main gauche et je vais utiliser uniquement la main droite. Et l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir toujours utiliser à pleine capacité nos comptes. Dans votre livre aussi, vous déconstruisez la notion, le fait que l'intelligence serait le privilège de certains, et vous reprenez le concept d'intelligence multiple. Et je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'intelligence mathématique ou linguistique, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ces types un peu d'intelligence et pourquoi en fait on est tous finalement dotés d'intelligence différentes et que cette différence est une force aussi?
Alors effectivement, moi je pars du postulat où on est tous intelligents à notre manière, et c'est ce qui fait la richesse de ce monde. Il y a des personnes qui sont plus douées pour certaines choses, d'autres pour d'autres, et heureusement, j'ai envie de dire, c'est bien, parce que si on devait tous être des clones, ce serait vraiment ennuyeux au quotidien. Et donc moi j'aime bien ce concept d'intelligence multiple qui n'est pas forcément sourcé scientifiquement. Donc il y a les pour, il y a les contre, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, cette histoire de main gauche, main droite dont parle Kamel, il y a des choses qui sont faciles, faciles, presque innées pour certains, et qui le sont moins pour d'autres. On le voit, hein, il y a des personnes qui sont très douées à la musique, d'autres qui sont très logico-mathématiques. Alors, ce qui compte, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tout en nous, et à un moment donné de notre vie, parce que nos parcours, parce que notre sensibilité, parce que notre éducation, parce que plein de choses, il y a des choses qui ont été favorisées et d'autres moins. Et donc, se dire que, ok, ça, je le fais avec facilité, mais comment je peux développer telle autre forme d'intelligence pour avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme, beaucoup plus complet. Cette main gauche que je n'utilise pas tout le temps, elle est quand même utile dans certaines situations. J'ai besoin de faire un gâteau, j'ai besoin de mes deux mains. J'ai besoin de porter une table, j'ai besoin de mes deux mains. Et en fait, c'est s'enfermer dans des cases, je n'aime pas du tout. C'est pour ça que quand on rencontre les enfants qui nous disent oui, moi, il y en a une fois, elle avait 12 ans, et elle me dit moi, on commence la formation, donc moi je fais toujours un petit débrief pour savoir ce qu'ils viennent faire là, quelles sont leurs attentes et tout. Et elle me dit de toute façon moi je réussirai jamais dans ma vie. 12 ans, ça m'a fait, j'ai même pas les mots tellement l'émotion, je la ressens encore aujourd'hui. Et je lui dis comment tu peux arriver à cette conclusion? Parce qu'à 12 ans, quand même, elle me dit non, mais tu comprends, moi, je suis dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, ok, et elle m'a dit, du coup, je peux pas réussir, en fait. Et en fait, cette petite gamine, la pauvre, en fait, je pense qu'elle a dû recevoir tellement d'injonctions autour d'elle que pour elle, puisqu'elle a ces particularités-là, elle ne réussira jamais. Aujourd'hui, elle est championne en équipe de cartes mentales et de lecture rapide, elle est épanouie comme tout, parce qu'elle a réussi à se dire, en fait, oui, j'ai cette particularité, comme d'autres pourraient avoir d'autres particularités, et faut le transformer en force. Et voilà, et en fait, on va mettre en place des stratégies. Là, pour les intelligences, c'est exactement la même chose. Ok, je suis pas douée en maths, je suis pas très logique. Ok, par contre, j'ai une créativité débordante. Et c'est génial, super, je connais mes failles, je connais mes forces, comment je peux travailler sur mes failles? Ok, là, je suis pas très douée aujourd'hui, comment est-ce que je peux apprendre? Je vais aller, je sais pas, prendre... Comment? C'est vrai, on peut prendre des exemples. Par exemple, si demain, j'ai mon intelligence logico-mathématique, donc ma capacité à raisonner qui est basse, qui est pas innée, encore une fois, donc on va, par exemple, et que à l'inverse, j'ai mon côté spatial, visuel qui est assez développé, et aussi mon côté interpersonnel, donc ma capacité à interagir avec les autres, là je vais faire par exemple un escape game où justement pendant le jeu avec les autres, je vais résoudre des problèmes et qui va me permettre justement de développer ça. Pareil pour la lecture, une personne qui a des difficultés en lecture, mais qui est douée avec la kinesthésie et aussi son intelligence musicale, je vais apprendre un instrument de musique, ou je vais apprendre à lire des notes de musique beaucoup plus facilement. Et justement, l'objectif, c'est pas de dire, allez, tu sais pas, tu as ton logico-mathématique qui est faible, tu vas prendre ta table de multiplication. Déjà, ça va être pour la personne quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, parce que c'est complexe pour elle. Et 2, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc, on va toujours contourner, comme dit Nadia, on va contourner avec nos autres forces, et trouver justement comment améliorer celle qui est améliorée, ce point amélioré, comment l'améliorer avec nos forces, justement. Et là, on va se rendre compte que finalement, on arrive à développer toute une forme d'intelligence et à avoir un certain niveau de forme d'intelligence qui est assez stable et qui nous permet justement de faire les choses avec facilité, de manière innée. Moi, pendant longtemps, j'étais... des belles anecdotes sur moi, c'est au niveau kinesthésique. Kinesthésique, donc rappelle-nous, c'est lié au toucher. Tout ce qui est lié au manuel, effectivement, toucher au corps. Alors moi, le kinesthésique, c'était une catastrophe, dans le sens où je montais un meuble, je le démontais 25 fois, parce que j'oubliais une pièce, ou même une fois, je venais de me marier, je devais monter un meuble, l'accrocher au mur, j'ai dû faire 25 trous. Gruyère, le mur.
Je pense que cet appart, une fois qu'on l'a quitté derrière, quand ils ont dû enlever le meuble, ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que la personne a voulu faire peut-être une œuvre d'art ou pas. Mais en tout cas, et qu'est-ce qui m'a permis justement de faire ça? C'est le fait de capacité de lire une notice, le fait de pouvoir développer aussi le côté interpersonnel, donc demander de l'aide, qui me montre comment faire. Et ça, c'est vraiment ces aspects-là m'ont permis vraiment de développer ça. Aujourd'hui, je fais avec facilité beaucoup plus de facilité. En tout cas, ça va nettement mieux. Tout ce qui est lié à la menuiserie, si je devais faire des travaux ménagers, etc., c'est beaucoup plus fluide pour moi qu'avant, il y a une dizaine d'années. Tout ça s'apprend. C'est ça. Il faut retenir que tout est apprentissage. Ça aussi, on en parle d'ailleurs dans le livre des 4 stades de l'apprentissage. Tout ce qu'on sait faire aujourd'hui avec facilité et de façon très automatique, à un moment donné de notre vie, ça ne l'était pas. Et souvent, on a tendance à oublier. On se dit, oh, mais ça c'est normal. C'est normal de marcher. C'est normal de lire. C'est normal de faire nos métiers. Ceux qui savent cuisiner, non, ça c'est normal. Oui, mais non, mais à un moment donné de ta vie, ça ne l'était pas. Quand on a appris à marcher, on était à 4 pattes, on a rampé, on a tenu les murs, on est tombé des dizaines de fois, on s'est pas dit stop, c'est fini, je ne marche plus, je reste au sol. Non, on a continué. Et aujourd'hui, on marche, on court. Certains sont des athlètes de haut niveau et courent à des vitesses incroyables. Mais la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est uniquement l'action. Et mettre en place les stratégies qui vont bien pour pouvoir y arriver. C'était valable pour le vélo, c'est valable pour apprendre à conduire, c'est valable pour une émotion. Aujourd'hui, je suis timide, demain je veux prendre la parole en public. Ça aussi, ça s'apprend. Et en fait, on passe par ces 4 stades, donc inconscient, incompétent, je ne sais pas que je ne sais pas faire, conscient, incompétent. Là, je prends conscience que je ne sais pas faire. Il y a un grand écart entre moi qui débute et lui ou elle qui est quand même plutôt expérimenté. Ensuite, il y a conscient compétent, c'est l'étape la plus inconfortable, c'est la 3e, c'est celle où on est plein de doutes, parce que justement, c'est inconfortable. Je tombe, je me relève, je tire l'enseignement de cette chute pour pouvoir encore faire mieux, et à force, on passe dans inconscient compétent, et dans inconscient compétent, je ne sais même plus que je sais faire, c'est automatique. Aujourd'hui, je prends mon vélo, je me pose pas de questions, je m'installe sur mon vélo, et puis je peux aller sur des zones même très inconfortables, je sais faire. Mais c'est le fruit de la régularité, ce n'est pas magique. Et ça, c'est parce que le cerveau, à un moment donné, quand il aborde un nouvel apprentissage, quel qu'il soit, il y a une petite connexion neuronale qui se crée. Super, nouvelle information, génial, top. Qu'est-ce qu'on en fait en fait? 2 solutions. Soit je la renforce, elle devient de plus en plus dense, et donc là, oui, l'information, on y accède plus rapidement, et c'est là où on passe sur l'automatisme. Le cerveau, il aime bien automatiser les choses, Quand quelque chose est répétitif, il se dit, bon, allez, on automatise, on n'y réfléchit plus, on réfléchit sur le reste. Donc, les connexions neuronales, donc, comme je disais, se densifient, et donc l'information, on y accède plus rapidement. C'est valable pour tout. C'est-à-dire que si demain, je suis face à une difficulté, quel qu'il soit, en fait, au lieu de se dire, oh là là, ça va être dur, encore, oh là là, ça va être pénible. Oui, c'est juste un nouvel apprentissage que tu vas aborder. Oui, peut-être que ça sera inconfortable à des moments, mais c'est ce qui va te permettre aussi derrière de maîtriser une nouvelle compétence, un nouveau savoir, un nouveau savoir-faire. Et en fait, quand on change de prisme comme ça change toute la perception du monde et de la vie, en fait. Parce qu'on se dit, en fait, c'est quoi la vie? C'est une succession d'apprentissages. On apprend toute la vie. C'est pas juste dédié à la scolarité ou quand on est enfant. C'est adulte, c'est même plus âgé, et encore heureux, et heureusement, parce que sinon... pareil, ce serait triste. D'ailleurs, ça m'a fait penser, je voulais vous faire réagir sur quelque chose. Là, il y a quelques jours, je lisais une publication de Céline Alvarez, que vous connaissez peut-être. Elle a beaucoup écrit sur l'apprentissage, et elle a évalué que sur les 800 heures qu'on avait chaque année pour apprendre à lire, bon, c'est son interprétation, mais elle évalue qu'il y en a vraiment qu'une vingtaine qui sont dédiées vraiment à l'apprentissage du langage, si on enlève toutes les tâches qui sont pas liées au langage, si on enlève aussi tous les moments où les enfants sont pas actifs dans l'apprentissage. Elle dit en fait 20 heures c'est super peu pour apprendre à lire, et si on loupe le coche, on se retrouve avec des enfants qui ont énormément après qui emmagasinent des difficultés sur le très long terme. Ah oui, complètement. Et moi je la rejoins complètement, et puis ces livres sont passionnants, elle aussi faut les recommander. Mais en fait aujourd'hui il y a une réalité, au niveau scolaire c'est devenu complexe. Et oui, il y a des enfants qu'on rencontre, nous, qui sont des collégiens et qui ne maîtrisent absolument pas la lecture. Donc ces chiffres, moi j'ai pas été les vérifier non plus, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça m'étonne pas parce que finalement, encore une fois, en fait, je pense qu'on veut
accélérer certains savoirs alors que si on se concentrait et qu'on mettait plus de temps sur la base, un peu comme une maison en fait, si vous avez des fondations solides, la maison après vous pouvez monter un immeuble si vous voulez. Et surtout durer dans le temps. Et oui, c'est ça, c'est que après la construction derrière, elle est relativement facile. Et avec les bonnes méthodes, parce que là, ton exemple, Kamal, de je suis pas manuel, enfin, on a finalement des façons différentes d'apprendre en fonction de nos sensibilités. Oui, mais et ça, c'est super important, je trouve. Alors oui, aujourd'hui, en fait, il y a un élément qui est important. C'est que depuis plusieurs années, on a l'apport du numérique. Et le numérique aujourd'hui est, donc nous, en tant que notre génération, on n'est pas né dedans. Il est arrivé après. Entre les deux mondes. On est entre les deux mondes. Donc on a découvert au fur et à mesure, mais on a quand même appris. Sans. Voilà, sans. Donc on a appris à la bibliothèque, on a appris à chercher une information dans le dictionnaire. Moi, je me rappelle que j'ai pas appris à saisir sur un clavier d'ordinateur. J'ai d'abord saisi sur une machine à écrire. Donc tout ça, on a développé certaines compétences qu'on n'a plus aujourd'hui. Avant, on avait une activité extérieure où on passait notre temps à jouer, à créer, à imaginer. On jouait aux cailloux, on n'avait pas de ballon, donc je me rappelle, on prenait du scotch un journal, on le mettait en boule et c'était un ballon de foot. Mais on créait en fait, on imaginait. Aujourd'hui, l'augmentation du numérique, notamment par l'apport des jeux vidéo, les réseaux sociaux, la télévision, fait en sorte qu'aujourd'hui, le maintien d'attention des enfants et des adultes est nettement diminué qu'il y a quelques années. Et ça, en fait, l'objectif, justement, ce que dit certainement Céline, j'ai pas lu ce qu'elle dit, mais ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, il est plus qu'important de développer ce que dit Nadia à la base, c'est-à-dire développer cette capacité à se concentrer, cette capacité à maintenir une attention pendant une certaine durée et d'avoir des méthodes justement pour apprendre qui derrière, dès qu'on arrive à faire tout ça, en fait c'est comme si on apprend les bases de la vie. Donc je vais apprendre à faire le feu, quand j'ai besoin de faire du feu, je le fais où je veux. Si je veux apprendre à pêcher, je peux pêcher partout. Alors que j'ai pas besoin de me dire j'ai faim, comment je fais pour avoir du poisson. Non, j'apprends à pêcher et derrière je maîtrise ce savoir-faire. Donc en fait l'objectif c'est justement de permettre on se dit on a ce savoir-faire, on sait comment apprendre, peu importe ce qu'on a. Je veux apprendre des cours de médecine, je veux apprendre du droit, je veux apprendre faire une démonstration de mathématiques. Je sais pas faire, mais je sais comment apprendre. Donc la méthodologie, c'est ça la phase la plus importante. Et souvent on va en cours, on accompagne pas mal de personnes qui sont en cours de classe préparatoire et souvent ils disent ouais c'est trop compliqué, c'est stressant, on n'arrive plus, c'est que des exercices non-stop etc. On leur pose souvent la question mais comment vous apprenez? Alors ils nous donnent le cours à l'avance, on a les cours suffisamment à l'avance. Donc je dis si vous avez les cours suffisamment à l'avance, vous avez le temps de le préparer. Mais ils ont pas la méthodologie. Donc ils ont constamment, en plus, il y a l'esprit de la compétition et tout ça, donc ça porte pas forcément un axe positif. Alors justement, si vous changez un peu le prisme, que cet esprit de compétition peut finalement être votre adrénaline, votre stimulation, et donc c'est stimulant, donc le stress diminue, la stimulation augmente, on a encore plus, on a plus cette maintien de compétences, ces capacités intellectuelle et physique à pouvoir aborder les notions. Et en plus de ça, c'est que quand on va quand on sait comment se concentrer, comment on sait synthétiser une information, la structurer et surtout la mémoriser, finalement, non, c'est juste un énième apprentissage qui est accessible à tous. Qui peut être inconfortable, ceci étant dit, à certains moments, oui. Mais on est outillé. Voilà, je vais grimper la montagne, je vais m'équiper. Je vais pas y aller comme ça. Ça peut être dangereux. Du coup, on y va plus sereinement aussi. Oui, complètement. Et c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, accueillir l'autre dans ce qu'il est, je sais que c'est un challenge parce que les enseignants aujourd'hui, t'as des classes qui sont nombreuses, donc c'est pas simple au quotidien, mais on n'a pas tous et toutes la même façon d'arriver à un point B en fait. Ce qui compte, c'est qu'on arrive au point B. Maintenant, si je passe par l'autoroute, la ville ou le périph', c'est moi aussi qui fais le choix parce que c'est plus confort pour moi. Si on veut imposer, parce que à l'école, c'est surtout verbo-linguistique et logico-mathématique, c'est pas confort pour beaucoup d'enfants. Ça veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas. Ça veut dire qu'il faut savoir aussi écouter leurs besoins et se dire, ok,
Lui, il peut pas comme ça, là, tout de suite, maintenant, c'est pas clair. Essayons par un autre chemin pour faire en sorte qu'il puisse adhérer à cet apprentissage et pas se dire, bon, je laisse ce côté, de toute façon, il comprend pas, laisse tomber, quoi. Et en fait, malheureusement, c'est ce qui se passe beaucoup. Enfin, beaucoup d'enfants nous font ce feedback-là. Et, c'est vraiment triste parce que des fois, là, Kamel, combien de fois il a accompagné des jeunes dans le cadre des mathématiques, par exemple, parce que c'est un passionné de maths. Tout ce qui est science, c'est un passionné. Et il leur fait des synthèses, en les accompagnant, hein, donc les synthèses, les exercices et tout. Mais il dit, mais c'est ça? Bah oui, c'est ça. T'es sûr, Kamel, que c'est ça? Bah oui, je suis sûre. C'est que ça? Oui, ce n'est que ça. Mais ça, c'est facile. Pourquoi le prof, il me l'explique pas comme ça? Alors, j'ai dit, écoutez, chacun sa stratégie d'apprentissage. Je ne tape sur le dos de personne parce que chacun compose avec ce qu'il a aussi. Moi, je compose avec ce que j'ai. Fut un temps, je composais avec ce que j'avais et c'est bien. Maintenant, il y a aussi ce qui est interpellant, c'est qu'il y a des stratégies qui fonctionnent dans d'autres pays. Ça marche, il y a du résultat. Et pourquoi on modélise pas, en fait? Moi, on m'a appris dans ma vie à modéliser les meilleurs. Alors, il y a meilleur et meilleur. Mais personnellement, je vais toujours aller chercher des personnes qui sont plus expertes que moi dans certains domaines pour aller tirer le maximum. Je me dis, lui, ça marche. Donc sa stratégie, elle fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on ne la modélise pas? Encore ce week-end, on regardait une vidéo de France 3 en 2003 qui nous parle du système scolaire finlandais. Et c'est un épisode du journal TV et qui dit que ce sont les meilleurs. Alors, ils mettent l'accent sur ce qui marche, donc ils parlent des cartes mentales, ils parlent des histoires, ils parlent de tout ce qu'on fait là, tout ce que vous trouvez dans notre bouquin. Et nous, les Français, on est quand même quelques places derrière. Ça, c'était quand même il y a plus de 20 ans en arrière. On est 20 ans après, qu'est-ce qui a bougé? L'écart s'est agrandi. Rien, l'écart s'est agrandi. Et là, je me dis, mais pourquoi? Je veux dire, s'il y a des choses qui fonctionnent, pourquoi est-ce qu'on ne va pas juste les récupérer et les mettre en application, faire des écoles pilotes, voir comment ça marche, et après on reproduit à l'échelle nationale. Je me dis, c'est dommage, c'est triste, parce que du coup, ça reste encore une fois accessible à une minorité ou au public qui est vraiment averti, qui va les fouiner ici et là. Et puis les autres sont peut-être plongés dans le téléphone et dose de dopamine à fond, qui du coup les empêche d'aller chercher ailleurs le plaisir qu'ils pourraient trouver, je sais pas, dans un échange avec quelqu'un dehors, un café, jouer au ballon de foot en forme de conçu avec des journaux et du scotch. Bon, je rigole, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir reprendre le lead de sa vie, et c'est pour ça que notre livre s'appelle Ça ne tient qu'à vous. Et ça, moi, quand j'ai commencé à comprendre le cerveau et toutes ces stratégies et tout, en fait, effectivement, ça ne tient qu'à nous. On a tendance à vouloir casser du sucre sur la société, le conjoint, les parents, les machins, parce que c'est plus facile de dire c'est de la faute de l'autre, bien sûr. Sauf qu'à un moment donné, l'autre t'a peut-être orienté, t'as peut-être eu une injonction, bref, mais t'as bien voulu l'accepter. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu t'es plié à ça, t'as pas été cherché ailleurs, en fait. Et donc, changer comme ça de perception progressivement, petit à petit, pas à pas, se dire, ok, je vais lire un peu plus de livres. Lire, c'est quoi? Je veux dire, 15 minutes par jour. Alors justement, puisque tu parles de la lecture, on parle beaucoup de lecture rapide, mais vous mettez un point d'honneur à parler de lecture efficiente. Oui. Alors j'aimerais que, du coup, tu ou vous nous réexpliquiez ce que c'est que la lecture efficiente et ce qui la distingue d'une lecture plus classique, on va dire. Qu'est-ce qu'on met derrière? Alors, en fait, la lecture rapide, moi je trouve que ça dessert la discipline. Alors, pourquoi? Parce que en compétition, on parle de lecture rapide. Nous, quand on était en championnat, c'était la lecture rapide. Mais quand on dit lecture rapide, c'est un très gros raccourci. C'est-à-dire qu'on parle de rapidité, point. C'est faux. Nous, quand on parle de lecture efficiente, on préfère utiliser cette appellation-là. Pourquoi? Parce que non seulement je vais être plus rapide, mais je vais être plus concentré, mais je vais mieux retenir, etc., etc. Donc, ça veut dire que c'est une lecture où, pendant que je lis, je ne fais que lire. Je ne fais rien d'autre. Donc oui, on travaille la concentration, mais on travaille aussi sur la rapidité de l'écriture et donc le traitement de l'œil par rapport aux mots. On sait que l'empan visuel, c'est 20 caractères maximum, donc c'est-à-dire que l'œil peut percevoir, les yeux peuvent percevoir plus qu'un mot de façon nette. Donc ça va jusqu'à 20 caractères. Et donc il y a des stratégies comme ça qui nous permettent d'être plus rapides, d'être plus concentrés, de pouvoir retenir. Et donc c'est vraiment une lecture où quand je m'installe, il y a tout un processus
à mettre en place de A à Z pour rendre cette lecture efficiente. C'est pas, je prends le livre, je m'installe, je lis, j'ai pas pris de notes, j'ai pas mis posé de cadre, je me suis pas posé de questions, je n'utilise pas de tuteur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est à la fois lire et comprendre, mémoriser en fait. Bien sûr. Bon, lire sans mémoriser, ça a peu d'intérêt, effectivement. C'est ça. C'est-à-dire que, des fois, il y a même des personnes qui viennent qui me disent, je lis, mais je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Alors, ils comprennent le livre. Ouais. Mais ils ne retiennent rien. Bah oui, mais en même temps, si tu sais pas comment fonctionne, on t'a jamais expliqué comment fonctionnait la mémoire, les gens pensent que c'est magique. Tu lis, tu poses ton livre dans un coin, et après tu reviens pas dessus. Bah oui, mais la mémoire, la base, c'est la répétition. S'il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de mémorisation. Ça veut dire que, s'il n'y a pas de répétition, donc ça veut dire que ce livre que tu as lu, à minima, t'en parles, tu revois tes notes, tu en rediscutes, tu travailles dessus. Et là, le cerveau va se dire, ok, info, 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est les fameuses trois phases de la mémoire qui est décrite dans votre livre. Oui, exactement. C'est ça. Après, moi, j'aime bien comparer la lecture, en fait, parce que pour moi, une lecture efficiente, c'est juste la poursuite de la lecture classique qu'on a appris quand on était au CP. C'est ça. Et donc, pour moi, j'aime bien comparer, moi, la lecture avec la charrette. La charrette, c'est un moyen de transport qui évolue dans le temps, qui est devenu une voiture, puis le train, puis le bateau, puis l'avion et maintenant la fusée. Donc on a augmenté en performance et en vitesse. Sauf que la lecture, on est resté au mode charrette. Voilà, on l'a jamais fait évoluer. On a appris à lire soit mode syllabique, soit mot à mot, mais on est resté avec ce mode-là. Et en fait, la lecture efficiente, c'est tout simplement être un lecteur 4x4, un lecteur tout-terrain. On adapte en fait notre lecture en fonction de notre besoin. Je vais pas lire un roman au bord de l'eau comme un roman en tant que journaliste. Je vais pas lire une doc technique comme je vais lire un magazine. En fait, on va adapter notre lecture en fonction de notre besoin. Donc, certainement, je vais lire même des fois des passages d'un roman. Je vais la lire de manière, on va dire, très complète, très détaillée, parce que il y a l'information que je recherche. Elle est dans ce passage. Et puis à d'autres moments, il y a des passages qui ne m'intéressent pas trop, je vois trop de détails, et ça ne m'intéresse pas trop, donc je vais employer une autre technique de lecture. Mais, pour autant, je vais pas louper l'information, donc je vais quand même aller sélectionner les éléments essentiels. Et là, du coup, ça permet toujours d'avoir une très très bonne compréhension. Et en fait, non seulement on prend plaisir à lire, mais en plus, on augmente notre concentration, parce qu'en fait, finalement, quand on lit un ouvrage, que ce soit une doc technique, moi je le fais dans mon quotidien, que ce soit un magazine, un journal, un roman, peu importe le type de lecture, l'objectif, finalement, c'est de converser avec l'auteur, de comprendre ce que vient nous chercher l'information, qu'est-ce qu'on vient récupérer, qu'est-ce qu'on vient justement enregistrer. Et souvent, donc, quand on a nos personnes en formation, on leur dit souvent quand vous lisez, on dit pas que lire, on dit lisez et comprenez. Parce que c'est en lisant et en comprenant ce qu'on lit qu'on arrive à mémoriser l'information. Ah oui. Effectivement, Nadia, comme elle a bien souligné, c'est que on a un process de lecture. Et ce process-là qu'on met en place, bon, il est bien détaillé dans le livre, dans notre livre Senchakavu, mais c'est primordial d'inscrire ça dans son quotidien. Et c'est cette phase préparation qui est essentielle, comme toute chose. Nadia a évoqué tout à l'heure le fait de d'escalader une montagne. Si on n'est pas équipé, ça va être très complexe. Si on n'est pas entraîné non plus, hein. Et si on n'est pas entraîné non plus. Mais en fait, la lecture efficiente, en fait, se repose sur 3 éléments. La préparation, l'état d'esprit et la méthodologie plus entraînement. Quand on arrive à associer tout ça ensemble, en fait, on peut que réussir et vraiment assez facilement. Si demain je prends je voudrais apprendre les multiplications et que je trouve que c'est vraiment complexe. Aujourd'hui, il y a tellement de stratégies dans les livres, justement, en lisant, qu'on arrive à trouver des stratégies incroyables. Nous, dans le calcul mental, avec le boulier chinois, par exemple, c'est quelque chose qui est juste formidable. On a inscrit nos enfants, c'est incroyable. C'est-à-dire, ils sont plus forts que nous, maintenant. Faire des multiplications avec 5 chiffres. Les additions, les soustractions, mais incroyable. Et puis, ils ont même plus besoin du boulier, là, ils l'ont mentalisé. Ils l'ont mentalisé. Et donc, vous leur donnez une addition, une soustraction, enfin, peu importe. Et, ils vous donnent le résultat, au moment où vous terminez, d'énoncer le calcul. Et là, on se dit, en fait, ils sont pas mieux cortiqués que les autres. Ils sont juste bien outillés. Et en fait, c'est ça, c'est que des techniques, il y en a plein, il y en a à foison partout. Et en fait, je vais aller récupérer ça, et je vais aller le transmettre, ou l'acquérir moi, l'apprendre, pour pouvoir me permettre de gagner du temps, pour pouvoir aussi
permettre d'être dans un bien-être, parce que c'est pas juste de gagner du temps, hein. On a compris, le temps c'est précieux. Alors encore plus moi qui ai côtoyé autant de patients, pour moi le temps c'est la chose la plus précieuse dont on dispose. Aujourd'hui, on est avec un capital temps. On ne le connaît pas, ce capital temps, et donc 1 heure, 1 journée, 1 semaine, quand elle est partie, elle revient pas en fait. Je peux perdre mon métier, en retrouver un, je peux perdre 100 €, les récupérer d'une autre manière, mais par contre, 1 journée, quand elle est partie, il y en a plus, elle est plus là. Et ça, ce que vous évoquez à tout âge, parce qu'il y a aussi les personnes, on parle là beaucoup des enfants, mais il y a aussi les personnes âgées qui ont du mal aussi, à un moment donné, qui ont l'impression qu'elles n'arrivent plus à bien lire, à mémoriser. Alors, c'est marrant que tu arrives sur cet exemple-là, parce que ce week-end, justement, on avait couple de retraités qui avaient 65 et 67. Ouais, 60, j'avais retenu 69. Et pareil. Et en fait, quand on a donné la formation, vous savez, il y a eu des larmes. Parce que, en fait, l'une d'entre eux, de tous les formés, elle m'a dit, tu te rends compte, Nadia, que toute ma vie, on m'a appelé le poisson rouge. Tu as une mémoire de poisson rouge. Tu n'as pas de mémoire. Et là, tu es en train de me démontrer tout l'opposé. Donc elle, c'est toute une vie, là, qu'elle remet en question. Parce que jamais on lui a donné les stratégies. Elle a appris la poésie en 5 minutes, comme tout le monde. Elle a appris la carte mentale en quelques minutes, comme tout le monde, en restituant immédiatement. C'est-à-dire que elle avait même pas le sentiment de pénibilité ou d'effort. C'est-à-dire que on l'a dit, tu appliques très scolairement ce qu'on est en train de te dire. Donc voilà, ceci, cela. Et là, elle se dit, mais... Et donc ça lui a fait un électrochoc, quoi. Et elle s'est dit, je dis bon, c'est jamais trop tard en fait. Moi je pars du postulat, on est là, on est en vie, on a encore plein de trucs à faire. Donc faisons en fait, faisons. Et oui, aujourd'hui tout ça a été démonté. Aujourd'hui quand on parle de neuroplasticité, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as décidé d'apprendre quelque chose, bon à moins qu'il y ait des problèmes de santé bien définis, bien précis. Et là, ça, j'en rentre pas là-dedans. Et ça c'est de l'ordre du médecin. Il y a des traitements, etc., etc. Mais en dehors de ça. T'as décidé d'apprendre, lui il est là, il est présent, hein. Il y va, connexion neuronale, hop, tu répètes, et puis après, ça devient un automatisme, et ça devient facile. Moi j'ai une anecdote sur une personne qui avait plus de 70 ans, et qui était venue, donc on avait formé en fait sa petite fille et son fils. Donc la petite fille, elle avait 10 ans, donc le fils, il avait la quarantaine d'années, et puis elle avait plus de 70 ans. Et elle est venue sur les conseils de son fils. Et puis elle lui a dit pourquoi vous êtes là. Elle me dit aujourd'hui je suis retraitée, mais je ne vaux plus rien. Je ne vaux plus. Elle était en train d'expliquer son problème en pleurant, en disant que justement ça ne sert plus à rien de vivre. Elle se pose encore la question à quoi ça sert de vivre, parce qu'en fait finalement quand on ne travaille plus, en fait le cerveau ne travaille plus, et elle me dit je sers à rien. Et du coup depuis l'importance des croyances. Ouais. C'est ça aussi. C'est pour ça que c'est important à démonter. C'est vrai. Et du coup derrière elle dit et on lui dit qu'est-ce que tu voudrais faire si tu arrives à voilà, moi je viens avec la baguette magique, bam, abracadabra, maintenant tu sais lire assez rapidement, comprendre tout ça, synthétiser, mémoriser avec facilité, sans effort. Elle me dit je voudrais pouvoir me remettre à apprendre. Je voudrais faire du théâtre, je voudrais faire plein de choses. Transmettre. Ouvrir un orphelinat. Créer un orphelinat, effectivement. Mais elle me dit tout ça demande beaucoup de temps et de savoir-faire, de compétences que je n'ai pas parce qu'il faut lire et il faut mémoriser. À la fin, donc environ 2 jours, parce que c'était vraiment dédié à la mémoire. Je l'ai jamais vu autant pleurer. Enfin une personne en formation en disant que j'ai l'impression d'être une super héroïne parce que j'ai l'impression d'avoir des pouvoirs et je peux faire tout ce que je veux. C'est là en fait nous en tant que personne, en tant que formateur, on est fier de ce qu'on fait, c'est-à-dire en fait révéler un peu le potentiel que chacun a et que montrer finalement que tout est possible dès le moment où on a décidé de le faire. Et ça effectivement, chacun a son déclic. Moi j'ai eu mon déclic en 2018 quand j'étais au championnat. D'autres personnes l'ont à d'autres moments. Enfin, chacun son moment. Peut-être que les personnes qui nous écoutent là auront leur déclic après ce podcast et je leur souhaite du fond du cœur. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut se dire, à un moment donné, c'est fini de se cacher derrière, un peu comme le Calimero, hein. Et on est d'accord à se dire qu'à ce moment-là, on se prend en main. On a la chance quand même d'être dans un pays qui nous permet beaucoup de choses parce que l'accès au savoir, l'accès aux livres, il est complètement facilité. Nous, on a été dans des pays où le livre, il est il est hyper
précieux parce que il y en a peu en fait, on n'arrive pas à accéder à tout le savoir que d'autres pays peuvent avoir. Donc nous on a des bibliothèques quasiment dans toutes les villes, il y a des villes qui en ont 2-3. Faut utiliser ça à son avantage et se dire OK, comment je peux commencer, quel sera le premier petit pas que je vais faire aujourd'hui pour pas demain, j'ai bien dit aujourd'hui pour atteindre cet objectif ou ces objectifs qui sont les miens. Un premier petit pas, parce que s'il n'y a pas de premier petit pas, il n'y aura pas de deuxième pas et on va rester sur place. Donc c'est vraiment ça très important, et de se dire, je vais commencer par une première petite chose qui va me mettre dans une dynamique, dans l'action, et cette action va amener une autre action, et ainsi de suite, et après tu vas rencontrer des personnes, et puis ton système réticulé activateur là derrière, lui, il va te dire, regarde tel livre, regarde telle émission, parce que là, on a mis de la clarté, et plutôt que de se dire, regarde, tu vois, là, ça va pas, t'as vu ce qu'il t'a dit, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça que c'est très important de savoir clarifier les choses, de faire une carte mentale avec un cœur de carte où il y a écrit objectif. Hop, je décline plusieurs branches avec tous mes objectifs catégorisés en famille. Je sais pas moi, si c'est des voyages, si c'est le bien-être. La carte mentale, justement, j'allais te demander, c'est un outil donc effectivement sous forme de nuage pour que nos auditeurs visualisent bien. Donc tu fais des ramifications avec des bulles et ça te permet d'avoir, tu cartographies soit une idée, soit un raisonnement. C'est ça. Moi, j'avoue que j'ai découvert ça avec vous et je suis une traditionnelle prise de notes linéaire, ligne après ligne. Et là, sur les dernières synthèses que je devais faire, j'ai utilisé la carte mentale. Je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est vrai que on a une vue 360 de tout ce qu'il y a dans sa tête et c'est vrai qu'on n'apprend pas à prendre des notes comme ça. Non, on n'apprend pas à prendre des notes comme ça. Les prises de notes linéaires sont pas confort pour le cerveau et pas efficace non plus. Pourquoi ? Parce que déjà, on écrit, et franchement, entre nous, le pourcentage de personnes qui reviennent sur leurs notes, c'est pas non plus... Faut déjà avoir le courage. C'est exactement ça, on les regarde comme ça, dire, oh là là, faut que je me retape tout ça. Déjà, premièrement. Deuxièmement, pendant que vous écrivez, vous tournez la page, le cerveau n'a plus accès à l'information précédente, et donc n'est pas en mesure de faire les liens entre les notions. Quand on a un orateur, un livre, n'importe quoi, peu importe, on prend des notes. Cet orateur ou ce livre, les notions, il va les dire, redire, re-redire, avec différents axes, et nous, on écrit à nouveau, on réécrit encore, on réécrit. Et donc on se retrouve comme ça avec une prise de notes, mais complètement catastrophique. Alors qu'en carte mentale, on est vraiment dans l'efficacité. On va cibler déjà ce qu'on veut noter ou pas. Je ne suis pas obligée de tout noter. Je peux tout noter si je fais le choix, mais je peux aussi faire le choix de me focaliser sur mes objectifs. Qu'est-ce que je viens rechercher dans ce livre ? Je viens rechercher des outils. Je veux prendre les notes que des outils. Et si je veux faire plus, je fais plus. Et donc déjà là, c'est une première étape. Ensuite, mettre que des mots-clés. Les phrases, on sait les constituer. On n'a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour pouvoir faire un sujet-verbe complément. Donc mettre des mots-clés, ça suffit. Et le fait d'avoir cette carte mentale où vous êtes en train de prendre des notes, vous tournez les pages, vous reprenez des notes, et là vous regardez, vous dites, mais en fait ça je l'ai déjà noté. Donc j'ai juste à compléter l'info, si, et seulement si c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, je continue à dérouler ma lecture. Et en fait, c'est pour ça que c'est d'une grande efficacité, en plus c'est calé sur le fonctionnement du cerveau. Donc on pense comme ça, en regardant une carte mentale, que c'est très créatif, parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a des pictos, alors qu'en vérité, il y a un côté très logico-mathématique dans une carte mentale. Il y a un cœur de carte, qui est centre, et après on a une façon de lire les mots, il y a une façon de les hiérarchiser, donc c'est très structuré. Au contraire, les notions sont immédiatement regroupées sous forme de famille, donc très facile pour le cerveau de se dire « Ah, mais là il y a tel besoin, et là il y a tel résultat, mais en fait on peut faire aussi telle chose. » Et en fait, il y a plein de bénéfices comme ça. Les couleurs nous aident à catégoriser, à mieux mémoriser. Les pictogrammes, les dessins, le cerveau traite beaucoup plus rapidement une image qu'un mot. On le sait, les études sont claires, et en même temps, nous, si je vous dis le mot chat, ce qui vient à l'esprit, c'est pas le chat écrit. Pas écrit le chat dans le cerveau. Il y a l'image d'un chat. Alors peu importe ce chat où est-ce qu'il est, peut-être il y a un souvenir du chat, peut-être il y a une image d'un chat d'un magazine, j'en sais rien, mais c'est une image qui s'imprime dans le cerveau. Donc faut retenir aussi que le fait qu'il y ait l'association des mots et des pictos, ça rend tellement plus puissant cette prise de notes. Et puis là, t'es présent à ton interlocuteur. T'es proactif. C'est-à-dire t'es là, tu écoutes, on te dit quelque chose. Qu'est-ce que je retiens ? Est-ce que je retiens tout ? Qu'est-ce que je traduis ? Et là, on est dans une démarche d'analyse. Et le cerveau, il bosse. On n'est pas juste là à vouloir écrire ce qu'il a dit, et puis quand on sort de là, on se dit « Ah finalement, il a dit quoi déjà ? Oh là là, j'ai oublié la moitié des choses. Oui, alors je les ai toutes écrites, mais j'étais pas dans l'instant présent. »
tu vois. Ouais. Et c'est vrai que quand on utilise la carte mentale, en fait, on fait moins d'efforts. Parce que justement, on a l'impression que justement on prend jamais de notes. On est constamment dans l'échange. On utilise aussi tous nos sens. Donc en termes de capacité de rétention, c'est nettement augmenté. On est proactif, donc on est constamment dans l'échange. Donc c'est beaucoup plus entre guillemets respectueux et interactif de te regarder, d'échanger avec toi et de prendre quelques mots clés essentiels ou de quelques pictos, mais t'as même pas l'impression que je prends des notes. Moi, ça m'est arrivé une fois, je faisais une immersion en anglais, donc une formation en anglais pendant plusieurs jours, et on avait une vidéo à regarder sur la vaccination. On était plusieurs à regarder, au bout d'une heure, elle arrête la vidéo et puis elle me pose la question, excusez-moi Kamel, pourquoi c'est important de prendre des notes? Je dis oui, je sais que c'est important de prendre des notes. Prendre des notes, ça permet de bien mémoriser. Non, mais t'en prends pas, je te vois pas du tout prendre des notes. Je dis si, j'en prends, je lui montre, et c'était sur une feuille. Non, mais regarde, tes camarades, ils ont écrit au moins une vingtaine de feuilles, ils recopiaient. Et je disais, oui, écoutez, moi, tout est là. Elle me dit, vas-y, raconte-nous de quoi ça parle. Donc après, je commence à raconter. Et les autres à côté me disent, mais comment t'as fait? T'as vu la vidéo? En tout cas, finalement, le lendemain, il s'est retrouvé à les former. Du coup, je l'ai formé, donc je l'ai formé en anglais. Et, mais oui, mais pour le coup, c'est vraiment puissant. Ah oui, c'est très puissant. Et ça permet vraiment d'avoir toujours ce côté proactif, même pour des réunions. Pour tout. Quand tu fais une dans réunion. Tous les domaines. D'habitude, tu fais un compte rendu de réunion, tu dois le relire, tu dois remettre un peu de contenu, tout ça. Quand tu fais une carte mentale, à la fin de la réunion, tu l'exportes et tu l'envoies. Oui, parce qu'en plus, il y a une vision microscopique et macroscopique de l'information. Donc, c'est très utile pour synthétiser un cours, pour apprendre un cours, pour synthétiser une réunion, pour gérer un projet, pour développer un projet. C'est très puissant aussi en termes de créativité pour développer un projet 2.0. C'est pour organiser un mariage. Enfin, vraiment, c'est très transverse. On peut l'utiliser dans tous les domaines de la vie. Ça sert pour tout. En tout cas, moi, ce que je retiens de tout cet échange avec vous, Kamel, Nadia, c'est faut être proactif dans son apprentissage. Et vraiment, votre livre, c'est une pépite parce que il y a plein d'outils, là, on en a cité que quelques-uns, mais j'invite tout le monde à aller le lire et à pratiquer, tester, parce que c'est vraiment, il est très accessible et vraiment très sympa à lire. Donc merci infiniment, Kamel, Nadia, merci pour ce que vous faites et ce que vous partagez. J'aimerais qu'on finisse par parler d'un autre sujet, Nadia, qui me tient à cœur et qui te tient à cœur, c'est que tu as la tête aussi d'une association qui s'appelle Les Chemins du Cœur. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu et nous expliquer ce que vous faites dans cette association? Alors, Les Chemins du Cœur, c'est vraiment pour le coup le volet cœur de nos vies. Kamel et moi, parce que Kamel aussi fait partie de l'asso. En fait, c'est une association qui a une action sur 4 volets: l'éducation, l'accès à l'eau, l'alimentaire et la santé. Donc on a des actions en France et aussi à l'international. Donc là, on doit être à plus de 300 puits, facile, à travers le monde, des écoles construites. Il y a un projet de centre de santé, mais orienté pour les personnes porteuses de handicap, aussi qui est en cours là il va probablement voir le jour là incessamment sous peu. Et pour le volet éducation, on a un gros pôle ici en France parce que tout ce qu'on délivre dans le cadre de notre centre de formation, on l'offre à titre gratuit pour des jeunes de régions parisiennes pour l'instant. Alors on espère que à terme on pourra aller beaucoup plus loin, mais on leur offre à titre gratuit parce que voilà, nous on a grandi dans les quartiers de Seine-Saint-Denis. C'était pas tous les jours simple, mais on était bien contents d'avoir des personnes qui ont pu nous tendre la main à des moments donnés de notre vie. Et donc aujourd'hui, on voudrait à notre tour pouvoir être ces personnes qui, si on peut aider du mieux qu'on peut. Donc on se dit que transmettre ces outils, c'est un cadeau sans valeur. J'allais dire, tu peux même pas quantifier la valeur de ce cadeau-là, parce que apprendre, c'est quand même une clé qui peut changer une vie et carrément le monde. Donc voilà. Juste, je voulais compléter pour Nadia sur le côté éducation. C'est pour ça que on a décidé de faire porter les championnats de France des sports du cerveau par l'association. Parce que pour nous, en fait, ça a été pour nous un moment de déclic, c'est de participer à des championnats des sports du cerveau à travers la lecture rapide, à travers la carte mentale, à travers la dictée géante, à travers des conférences, donc sur 2 jours. Et en fait, pour nous, on compare ces championnats des sports du cerveau comme un marathon. Il y a des personnes qui viennent découvrir la discipline, il y a des gens qui viennent se dépasser, il y a des gens qui viennent gagner. C'est accessible vraiment à tout le monde. On a des personnes qui ne sont pas formées, des personnes qui sont formées, entraînées. C'est vraiment ouvert à tout le monde, et ce qui est génial pourquoi on fait porter ça par l'association, parce que on n'a aucun objectif de faire de bénéfices, mais surtout de transmettre et de montrer que ces disciplines peuvent être accessibles
à tout le monde, et c'est un événement qui est national et qui est réalisé chaque année. Et donc, les personnes qui souhaitent participer au prochain événement sont les bienvenus. Super. On t'y invite avec plaisir. Merci infiniment, Kamal. Merci beaucoup, Nadia. Merci C'était un plaisir d'échanger avec vous et merci pour votre bonne humeur aussi. Merci à toi. Merci. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.